Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui, nous entamons la civilisation oubliée, la boîte de cette campagne. Et dans cette vidéo, l'investigateur Léo Anderson, le chef d'expédition, et les cartes de la classe gardien. Alors Léo Anderson, le chef d'expédition, c'est un vétéran, un voyageur. Il a 4 en volonté, 3 en intelligence, 4 en force, 1 en agilité, 8 points de santé, 6 points de santé mentale. Réaction après le début de votre tour, jouez un soutien allié en diminuant de 1 son coût. Signe des anciens, plus 2, cherchez un soutien allié parmi les 3 quarts du dessus de votre deck et piochez-le, mélangez votre deck. Construction de deck. 30 cartes, carte gardien de niveau 0 à 5, carte truand de niveau 0 à 2, carte neutre de niveau 0 à 5, exigence du deck Mitch Brown au prix du sang, une faiblesse de base au hasard. Tiens, au passage, je note, je l'avais encore jamais vu, c'est peut-être moi qui suis pas assez attentif, le lien chercher les cartes qui peuvent être utilisées par cet investigateur. Moi en général quand je veux savoir si un investigateur a accès à une carte ou pas, je fais créer un nouveau deck, je sélectionne l'investigateur et je vois si la carte apparaît dans la sélection de cartes. Bon, petit aparté, enfin digression plutôt. Alors, carte avantage Mitch Brown, le seul survivant. C'est un soutien qui coûte 3, qui a 2 icônes libres, peut toujours servir, qui occupe un emplacement d'allié, qui a les traits allié et voyageur. 2 points de santé, 2 points de santé mentale. Vous avez 2 emplacements d'alliés supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des alliés non uniques. Donc, Léo Anderson, il a une capacité qui lui permet de poser plus facilement des alliés, et son avantage Mitch Brown qui lui dit qu'il a le droit à 2 alliés non uniques supplémentaires. Donc, sans utiliser la carte charisme, Léo Anderson il peut avoir en jeu Mitch Brown et, par exemple, 2 exemplaires de flic en patrouille, ou un flic en patrouille, un aventurier, ou bref. Donc très intéressant. Le coup de 3, si vous jouez cette carte-là avec la réaction de Léo Anderson, ça vous coûte que 2. Pour 3, un allié qui a 2 vies, 2 de santé mentale et qui vous permet de mettre en plus 2 autres alliés, je trouve ça vraiment génial. Il y a une précision dans la FAQ, si vous n'avez pas encore de charisme, que vous avez un allié en jeu, que vous jouez Mitch Brown, vous avez un allié en jeu, donc votre emplacement d'allié est occupé. Vous jouez Mitch Brown qui occupe lui aussi un emplacement d'allié, or vous n'en avez qu'un, sauf que Mitch Brown vous donne 2 emplacements d'alliés non uniques. Donc si l'allié que vous avez en jeu est non unique, je reviens sur mon exemple de flic en patrouille, vous posez Mitch Brown et simultanément vous avez 3 emplacements d'alliés et vous avez 2 alliés en jeu. Donc vous n'avez pas besoin de défausser le flic en patrouille. Par contre, si vous avez un allié unique, si vous avez, mettons, frère Xavier en jeu, vous jouez Mitch Brown, simultanément vous avez 2 alliés uniques en jeu et vous avez 3 emplacements d'alliés dont un seul pour un allié non unique, donc vous devez défausser frère Xavier. Alors, les alliés auxquels Léo Anderson a accès, il y en a plein. Agency Backup, bon il n'est pas encore sorti. Alix Luxley, policière intrépide, aventurier, chien de garde, flic en patrouille, frère Xavier, chasseur de trésors, etc. etc. Voilà, gros bras embauché, Léo De Luca. Alors Lola Santiago, non, il n'y a pas accès, c'est dommage. Il n'y a pas accès parce qu'elle est de niveau 3. Alors, je vais en présenter seulement quelques-uns, ceux qui me paraissent les plus intéressants. L'aventurier, qu'on verra plus tard vu qu'il est dans ce pack. L'aventurier, il coûte 4. Avec la réaction de Léo Anderson, il coûte que 3. Et je ne l'ai pas encore dit, mais la réaction de Léo Anderson, c'est une réaction, pas une action. Ça veut dire que vous jouez Léo Anderson, votre tour débute. Je vais vérifier la formulation exacte. Voilà, après le début de votre tour. Donc votre tour débute et juste après vous dites « Je joue mon aventurier ». Je diminue son coût de 1, donc il coûte que 3. Et maintenant, j'ai encore mes 3 actions. Au passage, comme ce n'est pas une action, ça ne déclenche pas les attaques d'opportunité. Donc éventuellement, ça c'est vrai pour tous les alliés, vous posez votre allié grâce à votre réaction, vous jouez une arme, il y a une attaque d'opportunité et maintenant vous avez votre allié pour encasser l'attaque d'opportunité. Bon, je reviens, voilà, l'aventurier. Dans un deck Léo Anderson, il va éventuellement vous coûter 3, il a 2 points de vie, 2 points de santé mentale, 3 provisions. En action rapide, on dépense une provision, on l'incline, on met une provision ou une munition sur un soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu. Votre aventurier vous sert à recharger vos armes, recharger les soins d'urgence de mémoire, recharger votre lampe torche, etc., etc. Je viendrai dans les détails des cartes sur lesquelles il est utilisable plus tard quand on verra les cartes de la classe gardien. Mais bon, l'aventurier c'est un très bon choix si vous utilisez des cartes avec munitions ou provisions, notamment les armes.
Le flic en patrouille, le classique, voilà, il ne coûte plus que 3. Il donne un bonus de force. Léo Anderson, quand même, a priori, on va le jouer en combattant. Bon, ça a été art très connu, j'en pas plus loin dans les détails. Alors, chasseur de trésors, c'est aussi dans ce pack. C'est une carte truand de niveau 1 qui coûte 1, un soutien, qui occupe un emplacement d'allié évidemment. Allié voyageur, vous gagnez plus 1 en intelligence, forcé à la fin de la phase d'entretien, vous devez soit payer une ressource, soit défausser le chasseur de trésors. 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Pour n'importe quel investigateur, ça coûte 1 de le poser, et à la fin de chaque phase d'entretien, ça coûte une ressource. Donc si vous voulez l'avoir pendant 2 phases d'investigation, vous le jouez pendant la phase 1 pour une ressource, fin de la phase d'entretien, vous payez une autre ressource, phase d'investigation suivante, vous l'utilisez, entretien suivant, vous dites non, je ne paie pas, vous défaussez, et la carte vous a coûté 2 ressources. Et si Léo Anderson veut l'utiliser aussi longtemps, ça ne lui coûte qu'une ressource. S'il est prêt à payer 2 ressources, il peut l'utiliser sur 3 phases d'investigation. Le bonus de plus 1 en intelligence, c'est intéressant, hein. Donc moi je trouve que c'est une bonne carte pour Léo Anderson, surtout, c'est une carte intéressante à partir du moment où vous utilisez votre intelligence, donc plutôt en solo. Si vous voulez que Léo Anderson puisse faire les combats et les enquêtes, si vous voulez qu'en plus de combattre il puisse enquêter, le plus en intelligence sera intéressant. Autre carte, gros bras embauché, même principe que chasseur de trésors, sauf que c'est pour la force, et il a 3 points de vie et 1 point de santé mentale. Donc il peut aussi encaisser plus de dégâts. Donc les 2 cartes, voilà, quand vous avez besoin soit de beaucoup combattre, soit de beaucoup enquêter, en réaction, vous le jouez, c'est gratuit. Vous l'utilisez autant de phases d'investigation que nécessaire. Dès que vous n'en avez plus besoin, soit vous payez pas, soit même carrément vous en servez pour encaisser dégâts ou horreurs. La phase d'entretien, c'est après la phase des ennemis. Donc, éventuellement, vous savez qu'il y a un ennemi chasseur dans le lieu connexe, vous en souciez pas. Phase des ennemis, l'ennemi entre dans votre lieu, il attaque et soit le gros bras embauché, soit le chasseur de trésors encaisse les dégâts. Voilà, je pense qu'il faut le voir comme un boost de caractéristiques temporaires et de l'encaissement de dégâts et d'horreur. Autre carte, le classique Leo De Luca. Alors, dans tous les decks ou presque, quand vous avez Leo De Luca, évidemment vous voulez l'avoir le plus tôt possible. Donc éventuellement, vous allez faire votre mulligan avec l'idée je voudrais Leo De Luca dans ma première main. Et ensuite, début de votre première phase d'investigation. Première action, vous prenez une ressource. Deuxième action, vous dépensez vos 6 ressources pour poser Leo De Luca. Et maintenant, il vous reste 2 actions. Et dans un deck Léo Anderson, vous avez Leo De Luca dans votre main de départ, à l'issue du mulligan, Réaction, vous le posez pour 5, et vous avez encore 4 actions. Vous n'avez pas à prendre une action pour gagner une ressource, puis prendre une action pour le jouer. Non, la ressource, vous l'économisez grâce à votre action, et votre action vous permet de ne pas dépenser d'action. Donc Léo Anderson, éventuellement, premier tour, c'est réaction, il pose Leo De Luca, 3 actions pour gagner 3 ressources, 4ème action pour poser sa machette, par exemple. Alors, comme Léo Anderson sera sûrement amené à jouer, plein d'alliés, et qu'il aura sûrement envie de jouer ses alliés comme tampon à dégâts et à horreur, parce que en théorie vous pouvez en jouer un à chaque tour. Bon, faut quand même avoir les ressources, et puis arrive un moment où vous n'avez plus d'emplacement disponible pour les jouer. Donc, mettons premier tour, vous jouez gratuitement le gros bras embauché, et puis pendant la phase d'entretien du 2e tour, vous piochez le flic en patrouille. Vous avez envie au début du 3e tour de jouer votre flic en patrouille. Donc, vos alliés, quand vous vous rendez compte que vous aimeriez avoir mieux, éventuellement vous allez les laisser mourir, ce qui peut vous permettre de gagner en tempo. Vous ne vous sentez pas obligé d'attaquer un ennemi tout de suite, vous dites je laisse l'ennemi en vie et de toute façon les dégâts seront encaissés par mon allié. Bref, tout ça pour dire que le crâne décoré, ça pourra s'avérer très intéressant. Alors, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 0, qui occupe un emplacement d'accessoire, objet relique maudit, utilisation 0 charge, après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource, de la réserve de pions, sur le crâne décoré en tant que charge. Action, dépenser une charge, piocher une carte et gagner une ressource. Donc voilà, vous avez un investigateur qui est un combattant. Vous avez un investigateur qui dans son deck va sûrement avoir plein d'alliés, qui va jouer ses alliés comme carte sacrifiable. Donc dans le lieu dans lequel il est, a priori, il y aura beaucoup d'alliés et d'adversaires vaincus. Et pas d'investigateurs, si possible. Donc les charges devraient s'accumuler assez vite, et ensuite, pour une action, vous dépensez une charge, vous piochez une carte et vous gagnez une ressource.
Normalement, piocher une carte et gagner une ressource, ça prend 2 actions. Autre carte qui est assez appropriée dans un deck Léo Anderson, c'est Présence Motivante. C'est une compétence de niveau 0 qui a les icônes Volonté, Intelligence et Force. Si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de 1 dégât ou de 1 horreur. Vous jouez plein d'alliés que vous utilisez comme tampon, c'est intéressant de les soigner et les redresser, ça peut vous permettre de les réutiliser. Par exemple, le flic en patrouille de niveau 2, vous utilisez son action rapide pour infliger un dégât sur un ennemi, vous faites une action de combat, vous attribuez présence motivante, si vous réussissez votre attaque, vous redressez le flic en patrouille de niveau 2, vous le réinclinez pour faire un autre dégât. Et donc si tout se passe bien, en une action et 2 actions rapides, vous avez fait 4 dégâts. Voilà. Maintenant, passons à la traîtrise personnelle de Léo Anderson. Au prix du sang, voilà, donc c'est une traîtresse, une faiblesse, c'est une traîtrise de type faiblesse, c'est un défaut, c'est le trait défaut. Révélation, vous devez soit défausser un soutien allié en jeu que vous contrôlez, soit défausser chaque soutien allié de votre main. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, mélangez au prix du sang dans votre deck. Alors, une remarque, j'entendais ça, je crois que c'est dans la vidéo sur la FAQ d'avril dernier faite par la chaîne Arkham JCE TV. Quand vous avez un choix comme ça, vous devez soit blablabla, soit blablabla, vous devez choisir quelque chose qui a un effet. Donc là, vous devez soit défausser un soutien allié en jeu que vous contrôlez, soit défausser chaque soutien allié de votre main. Si vous n'avez pas de soutien allié en jeu, mais que vous en avez dans votre main, vous devez choisir de défausser tous les soutiens alliés de votre main. Si vous n'avez rien dans votre main, mais que vous en avez au moins un en jeu, vous devez en défausser un qui est en jeu. Donc, si vous avez un allié soit en jeu, soit dans votre main, ce qui devrait quand même être le cas la plupart du temps, vous vous retrouvez à défausser au moins une carte. Si vous avez en jeu et dans votre main, vous choisissez ce qui vous arrange le plus. Si en jeu, vous avez vos 2 flics en patrouille et, Léo DeLuca, mettons, et que dans votre main, vous avez le chien de garde, vous défaussez le chien de garde. Si par contre, en jeu, vous avez un allié qui est quasiment vaincu et que dans votre main, vous en avez 4, vous choisissez celui qui est quasiment vaincu. Donc le fait de le remélanger dans le deck, ça devrait arriver très rarement. Évidemment, ça peut être embêtant, surtout si vous vous retrouvez à devoir défausser ceux de votre main, parce que potentiellement vous en avez plein dans votre main. Mais bon, je trouve pas que ça soit trop gênant. Alors, j'ai fait plusieurs tests avec Léo Anderson, ça je crois que c'est mon dernier, voilà, c'est un exemple de deck Léo Anderson. Parmi ces 18 soutiens, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11 alliés. Donc 2 aventuriers, 2 chiens de garde, 2 flics en patrouille, 2 fois Henry One, 2 fois Léo DeLuca. Alors je précise tout de suite qu'Henry One, j'aime pas du tout la carte, mais c'était histoire d'avoir un allié de plus qui coûtait pas trop cher. Donc vous voyez que là vous avez un deck de 33 cartes, sur les 33 cartes il y a 11 alliés. Donc vous avez vraiment plein d'alliés. Comme autre carte, donc comme je le disais j'ai mis le crâne décoré. Ah oui, ça c'était en duo. Un deck pour duo. J'ai mis demander un service. Voilà, choisissez un allié que vous contrôlez, renvoyez-le dans votre main, ensuite cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et jouez-le en réduisant de X son coût X et le coût du soutien allié que vous avez renvoyé dans votre main, mélangez votre deck. Vous avez plusieurs alliés en jeu, normalement, si tout se passe bien. Éventuellement, ils sont blessés, vous en remettez un dans votre main, vous choisissez un allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, vous devriez en trouver au moins un. Vous le jouez, vous diminuez son coût de X. Sachant que si je remonte dans ma main un aventurier, l'aventurier a un coût de 4, sauf que moi je l'ai peut-être joué pour 3. Donc je joue un aventurier pour 3, je l'utilise au maximum sans qu'il soit vaincu, je joue demande un service, je le remonte dans ma main, je récupère un flic en patrouille, je pose le flic en patrouille, ça me coûte 0. Et donc 2 exemplaires de présence motivante. Léo Anderson, ah oui, un truc que je n'ai pas mentionné tout de suite, c'est son signe des anciens. 1+2, c'est bien, +2, mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse c'est l'effet spécial, et l'effet spécial là c'est chercher un soutien allié parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-le, mélangez votre deck. Avec Léo Anderson, ça vous arrange d'avoir un allié en main quand votre tour commence, pour pouvoir le jouer à prix réduit et sans dépenser d'action. Donc là, vous piochez votre signe des anciens, vous cherchez un allié parmi 3 cartes, le deck que je viens de vous montrer, une carte sur 3 est un allié. Donc si vous avez à peu près la même proportion, il y a des chances qu'en piochant votre signe des anciens, vous trouviez un allié. Vous le mettez dans votre main. Et le tour prochain, vous avez cet allié en main que vous pouvez placer moins cher. Et étant donné que maintenant vous avez un allié en main,
vous regardez si vous aurez les moyens de le jouer, en fonction de vos ressources actuelles et de ce que vous gagnerez pendant la phase d'entretien, et vous pouvez vous dire, j'aurai un allié à mettre en jeu, du coup j'ai pas besoin de maintenir en vie mon allié actuel. Voilà. À noter que si vous récupérez vos alliés en main grâce à votre signe des anciens, évidemment lorsque vous piochez dans d'autres conditions, s'il y a les alliés qui ont été retirés par d'autres moyens, ça vous fait plus de cartes non alliées à piocher. Ça augmente votre probabilité de piocher vos autres cartes, autrement dit. Et dernière remarque, et je pense qu'ensuite j'aurai fait le tour, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, c'est un total de 14, c'est standard. 8 et 6, c'est plus équilibré que, mettons, le 9 et 5 de Roland Banks, qui lui en plus a une faiblesse qui peut lui infliger des traumas mentaux. Et avec tous vos alliés que vous jouez avec en tête l'idée de leur faire encaisser plein de dégâts, au final c'est un investigateur résistant. Ses caractéristiques, 4 en force, c'est ce qu'il faut pour un combattant, 3 en intelligence, c'est pas mal. Vous lui donnez une lampe torche, vous lui mettez le chasseur de trésors, éventuellement vous lui mettez des événements gardiens qui font trouver des indices, comme preuve, comme scène de crime. Il a aussi accès à outils de crochetage, et ça lui fait une investigation. Ouais. Bon, outil de crochetage, pour lui, c'est 3+1, donc c'est pas génial. Donc voilà, Léo Anderson, je pense qu'il peut être très bon, il peut être assez polyvalent. 4 de volonté, ça lui permet de résister à pas mal de traîtrise. Il a juste à se mettre quelques petits boosts. Le gros problème, c'est le 1 en agilité. Moi, je l'ai testé sur la civilisation oubliée. Il y a beaucoup de tests d'agilité à faire, faudra justement avoir des alliés pour faire encaisser. Mais globalement, c'est un investigateur qui me plaît pas mal. Voilà. Allez, ça suffit pour l'investigateur. Et on peut maintenant passer aux cartes de la classe gardien. La première carte, c'est le... Ah, il y a du bruit dehors, c'est pénible. Première carte, couteau de survie, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main. Objet, arme, corps à corps. Action, combattre, vous gagnez +1 en force pour cette attaque. Réaction, après qu'une attaque ennemie vous inflige au moins un dégât lors de la phase des ennemis, inclinez le couteau de survie. Combattre, cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez +2 en force et infligez +1 dégât pour cette attaque. Alors, l'action de combat, je pense que c'est pas la peine d'en parler. +1 en force, mais vous infligez qu'un dégât, non. Cette carte-là, ça sera pas votre arme de combat principale. Ce sera une arme que vous aurez en addition de votre arme principale. Par exemple, vous aurez une machette plus un couteau de survie. La réaction, par contre, pendant la phase des ennemis, un ennemi vous inflige des dégâts, là vous le combattez, cet ennemi, avec +2 en force, ce qui est quand même bien pour une carte de niveau 0, et vous lui infligez 2 dégâts, qui est standard, on va dire. Donc c'est une carte qui sera intéressante dans tous les decks avec l'optique « j'accepte qu'un ennemi m'attaque pendant la phase des ennemis ». Donc un deck un peu de tank. Pour moi, il y a 2 investigateurs pour lesquels c'est particulièrement approprié. Léo Anderson, parce que une attaque ennemie vous a infligé au moins un dégât. Elle a infligé le dégât, mais vous choisissez comment vous le répartissez. Donc vous avez, mettons, vous avez un acolyte qui vous attaque, avec sa force de 3 de mémoire. Il inflige un dégât, vous mettez ce dégât-là sur le chasseur, sur les gros bras embauchés, mettons. Voilà. Et maintenant, le couteau de survie, ça se déclenche. Force de 4 de base, les 2 du couteau de survie, 1 du gros bras embauché, vous combattez à 7 contre 3. Et vous infligez 2 dégâts. Bon, je crois que l'acolyte n'a qu'un point de vie, mais voilà. Le tout, c'est d'être sûr de pouvoir encaisser tous ces dégâts. Ça va être aussi intéressant dans un deck William Yorick. Voilà, William Yorick, il a en jeu le manteau de cuir, il met le dégât sur le manteau de cuir, il attaque. Et quand le manteau de cuir se prend son 2e dégât, il part à la défausse. William Yorick le rejouera 2 depuis la défausse. Donc ce n'est pas un problème. Dans la FAQ, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que la réaction du couteau de survie se déclenche une fois qu'un ennemi vous a infligé des dégâts. Pendant la phase des ennemis, il n'y a pas de précision sur l'emplacement de l'ennemi. Donc s'il y a un ennemi qui a une capacité spéciale qui lui fait vous infliger des dégâts depuis l'autre bout de la carte, lors d'une attaque, si un ennemi a... il faudrait que je retrouve une formulation. Voilà, là j'en ai une sous les yeux, je vais pas la montrer parce que ça sera un spoiler, mais si un ennemi a dans son texte, quand les ennemis attaquent lors de la phase des ennemis, ils attaquent le lieu X, ou ils attaquent tous les lieux, ou ils attaquent tous les investigateurs qui ont la traîtrise machin en jeu dans leur zone de menace, voilà, c'est une attaque, ça vous inflige des dégâts, le couteau de survie s'active.
C'est un peu bizarre, mais voilà, avec votre couteau de survie, vous pouvez riposter à distance. Donc couteau de survie, c'est une excellente carte dans les decks qui sont pensés autour. Dans un deck solo, je dirais que je mets 4 ou 5 armes. Dans un deck pour duo, 5 ou 6. En général, je vais mettre la machette en 2 exemplaires. Encore une fois, je joue pas les tabous. Donc dès le début de la campagne, j'ai ma machette qui me coûte 0 expérience que je mets en double. Je vais mettre une autre carte en double, par exemple une arme à feu, pour les ennemis qui sont plus sensibles aux armes à feu. Et le couteau de survie, ça sera plutôt ma 5e arme, ou éventuellement ma 6e. Dans un deck qui tourne autour de cette arme-là, ça va peut-être m'inciter à mettre une arme de plus, parce que si je veux un deck qui tourne autour, je mets en 2 exemplaires, et du coup, si dans mon deck, j'ai 2 fois machette, 2 fois couteau de survie, et une fois le Colt, je confonds toujours les numéros, je crois que c'est le Colt 32, celui qui a 6 munitions, et ben, si au début j'ai que le couteau de survie comme arme, j'inflige les dégâts un par un. Donc je vais sûrement être tenté de mettre une arme de plus pour augmenter ma chance de piocher une arme qui inflige 2 dégâts lorsque j'attaque. Mais si vous pensez bien votre deck, c'est une très bonne carte. Carte suivante, l'aventurier, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais là je vais entrer plus en détail. Un soutien de niveau 0 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, qui a les traits allié et voyageur, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, utilisation 3 provisions, action rapide, dépenser une provision et incliner l'aventurier, placez une provision ou une munition sur un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Voilà. Alors, j'ai essayé de trouver la liste de toutes les cartes qui ont munitions ou provisions. Encore une fois, je ne vais pas toutes vous les montrer. Bon, il y a les armes, il y a le kérosène, il y a premier soin, il y a munitions personnalisées, étrange solution, nécessaire empreinte digitale, whisky du Tennessee, courage liquide, investissement, etc., etc. Outil de crochetage, lampe torche. Donc je vais juste vous en montrer quelques-uns particulièrement intéressants. Le premier, c'est le fusil à éclair, qui est dans le pack Perdu dans le temps et l'espace. C'est un soutien de niveau 5 qui coûte 6 ressources, qui occupe les 2 emplacements de main, qui est objet, arme, arme à feu, utilisation 3 munitions, action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 5 en force pour cette attaque inflige plus de dégâts. Donc c'est une arme monstrueuse. Vous attaquez à force plus 5 et vous faites dégâts plus 2. Mais il n'y a que 3 munitions, alors c'est pour tuer l'ennemi final du scénario, voire l'ennemi final de la campagne. Si vous réussissez vos 3 attaques, bon, vous lui faites 9 dégâts, ça devrait suffire. Par contre, chaque munition est extrêmement précieuse, de base vous n'en avez que 3, c'est tentant d'utiliser un aventurier pour pouvoir tirer plus avec cette arme. Surtout que vous avez payé 6 ressources pour la poser. Autre exemple de carte. Premier soin, c'est un soutien de niveau 3 qui coûte 2 icônes de volonté. Trait talent et science, utilisation 4 provisions si la carte premier soin n'a pas de provision, défaussez-la. Action, dépenser une provision, soignez un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Donc c'est du soin. Vous soignez un dégât et une horreur sur un investigateur ou un allié dans votre lieu. C'est une des meilleures cartes de soin. Elle a 4 provisions de base, donc la capacité à soigner 4 dégâts et 4 horreurs, et vous pouvez lui rajouter des capacités de soin. Bon, si vous utilisez cette carte-là plus de 4 fois pendant la partie, il y a peut-être quelque chose qui se passe mal dans votre deck. Mais bon, si vous jouez premier soin de niveau 3, pareil, chaque recharge a un effet très important. En avoir 5 plutôt 4, c'est toujours intéressant. La Thompson 45 de niveau 3, un soutien qui coûte 6, qui occupe les 2 emplacements de main, objet, arme, arme à feu illicite, utilisation 5 munitions, les munitions dépensées depuis la Thompson 45 sont placées dans votre réserve de ressources en tant que ressources, action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus d'enforce, infliger plus un dégât pour cette attaque. Donc la Thompson 45 de niveau 3, elle coûte 6, si vous utilisez toutes les munitions, vous récupérez 5 ressources. Et chaque fois que vous tirez, c'est force plus 2 et plus 1 dégât. Donc, le tir de cette arme est efficace. C'est pas non plus une grosse arme bien bourrine, mais c'est plus efficace que le 45 automatique de base. La carte telle qu'elle, elle vous coûte 6. Une fois que le chargeur est vidé, vous avez récupéré 5 ressources. Et bien avec l'aventurier, éventuellement, chaque tour, vous mettez une munition dessus. Et au final, vous vous retrouvez à avoir utilisé 8 munitions avec la Thompson. Donc vous avez payé la Thompson 6, vous avez payé l'aventurier 4. Vous avez pu tirer 8 fois avec la Thompson et vous avez récupéré 8 ressources. Voilà. Sachant, j'en ai déjà parlé quand j'ai analysé cette carte-là, il y a différents moyens pour
pour avoir plus de munitions encore sur la Thompson et pour renforcer son effet de gain de ressources. Autre chose, munitions personnalisées, c'est un événement de niveau 3 qui coûte 3. Amélioration ravitaillement béni. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un soutien arme à feu contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Placez 2 munitions sur ce soutien, limite de 1 par soutien. Les attaques effectuées avec le soutien attaché infligent plus 1 dégât contre les ennemis monstres. Alors, là, c'est pas sur les munitions personnalisées que vous allez rajouter des munitions, mais vous mettez munitions personnalisées sur une arme à feu. Et maintenant, chaque tir de cette arme à feu sur un monstre inflige un dégât supplémentaire. Donc vous mettez ça sur, je sais pas, mettons le Colt, qui avait 6 munitions, maintenant il en a 8, et maintenant chaque tir sur un monstre inflige 2 dégâts. Si vous avez plein de monstres à affronter, eh ben vous voudrez mettre plein de munitions sur cette arme-là, pour que à chaque attaque ça soit 1 de base, plus 1 parce que c'est une bonne arme, plus 1 pour munitions personnalisées. Alors il n'y a pas que les armes dans le jeu, il y a aussi la lampe torche. Bon, je ne vais pas détailler chaque carte, donc la lampe torche, elle a 3 provisions. Donc, 3 fois, vous faites une investigation, une enquête en diminuant de 2 la valeur occulte. Et grâce à l'aventurier, potentiellement, vous passez à 6. Donc l'aventurier est un très bon allié. Évidemment, il entre en compétition avec notamment le flic en patrouille, mais dans un deck avec beaucoup de provisions ou beaucoup d'armes, il a un effet très important. Et ça vaut vraiment le coup de considérer le charisme dans son deck pour mettre un aventurier. Carte suivante, digne de confiance, c'est un événement niveau 0 qui coûte 1, amélioration, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à un soutien allié que vous contrôlez, le soutien attaché gagne plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale. Donc votre allié, il peut encaisser un dégât et une horreur de plus avant d'être vaincu. De façon générale, c'est bien, c'est une action rapide, ça vous coûte une ressource mais pas d'action, et ça va être particulièrement bien sur quelques alliés. Par exemple, le chien de garde, voilà, soutien de niveau 0 qui coûte 3, allié créature, réaction quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez 1 dégât à l'ennemi attaquant. Normalement, le chien de garde, vous l'utilisez 3 fois. Les 3 premières attaques qui lui infligent un dégât, il inflige 1 dégât à l'ennemi attaquant. Et ensuite, il est vaincu. Là, ça passe à 4. Aussi, de base, dès que le chien de garde se prend une horreur, il est vaincu. Là, c'est la deuxième horreur qui fera qu'il sera vaincu. Autre exemple, le flic en patrouille de niveau 2. Normalement, vous pouvez utiliser sa capacité 3 fois. Là, vous pourrez utiliser sa capacité 4 fois. Normalement, le flic en patrouille, moi, je lui assigne, de niveau 2, je lui assigne la première horreur que je me prends, et s'il se prend une autre horreur, il est vaincu. Là, je pourrais lui assigner 2 horreurs, et il sera vaincu par la troisième. Autre exemple, frère Xavier. Donc un soutien niveau 1 qui coûte 5, qui a le trait allié, qui vous donne plus 1 de volonté. Frère Xavier peut se voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Quand Frère Xavier est vaincu, infligez 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Et voilà, il peut encaisser 3 dégâts et 3 horreurs avant d'être vaincu et d'infliger 2 dégâts à un ennemi dans le lieu. Là, il va pouvoir encaisser 4 et 4. Autre exemple, Akina. Alors là, j'ai pris l'exemple de celle de niveau 1, mais ça vaut aussi pour celle de niveau 3. Quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina et infligez-lui une horreur. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à un autre ennemi dans votre lieu. Vous subissez toujours les horreurs infligées par cette attaque. Donc un ennemi attaque, il devrait infliger dégâts et horreurs. Vous subissez les horreurs, vous infligez une horreur à Akina et vous infligez les dégâts à un autre ennemi dans le lieu. Avec Akina de niveau 3, vous pouvez infliger les dégâts à l'ennemi attaquant. Normalement, Akina, elle est utilisable 4 fois. Là, elle va être utilisable 5 fois. Et comme elle coûte 5, c'est pas négligeable. Peter Sylvestre, pareil, c'est valable pour la version niveau 0 ou de la version niveau 2. Après la fin de votre tour, soignez une horreur de Peter Sylvestre. Au niveau 0, il a 2 points de santé mentale. Au niveau 2, il a 3 points de santé mentale. Ça veut dire qu'il peut respectivement encaisser une horreur et 2 horreurs avant d'être vaincu et qu'à chaque tour, il se soigne de 1. Donc, vous voulez lui infliger un maximum d'horreurs pour pas vous les prendre vous, sachant qu'il va se soigner, mais il y a une limite. Au niveau 0, vous pouvez lui infliger une horreur à chaque tour parce qu'il va se soigner, mais s'il a en permanence une horreur sur lui, la moindre horreur supplémentaire, il est vaincu. Là, ça vous donne un peu de marge. Et enfin, Duke. Duke est dans le deck d'Ashcan Pit. Duke, il permet à Ashcan Pit de faire des actions de combat et d'enquête avec une valeur de base de 4. Alors qu'Ashcan, dans ces 2 compétences-là, il a 2 de mémoire. Duke, il est indispensable à Ashcan Pit, et on tient à le maintenir en vie au maximum. Enfin, je dis il est indispensable, moi je crois que j'ai jamais joué à Ashcan Pit,
mais de tous les commentaires que j'en ai vus, vraiment, dans le deck Ashcan Pit, il faut prévoir de quoi protéger Duke, de quoi voilà, le protéger, de quoi le soigner, de quoi éventuellement le ramener dans la main quand il est trop blessé pour pouvoir le rejouer, etc. Et ben avec digne de confiance, mais c'est ça, digne de confiance, vous lui rajoutez un point de vie, un point de santé mentale. Voilà, carte suivante, fiable. C'est un événement de niveau 1 qui coûte 1. Amélioration, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un soutien objet que vous contrôlez. Tant que vous résolvez une capacité déclenchée du soutien attaché, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous jouez ça sur un objet. Un instant. Oui, pardon. Donc je disais, vous jouez ça sur un objet. Et si sur l'objet, il y a une capacité déclenchée, donc capacité déclenchée, ça va être une action rapide, une réaction, si je dis pas de bêtises, qui nécessite... Enfin voilà, non vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc il faut que sur l'objet, il y ait une capacité déclenchée. Si c'est la loupe, elle vous donne un bonus passif. C'est tout. Elle n'a pas de capacité déclenchée. Mais par contre, fiable, ça va être intéressant pour, par exemple, boussole surnaturelle. Action, incliner la boussole surnaturelle, enquêter, votre lieu perd moins X de valeur occulte pour cette enquête. X, c'est le nombre de lieux révélés connexes à votre lieu. Il y a une capacité déclenchée, donc pendant que vous la résolvez, vous gagnez plus 1 chacune de vos compétences, notamment plus 1 en intelligence. Donc la carte en elle-même facilite votre enquête et fiable vous améliore votre intelligence. Il y a aussi les chaussures de course. Voilà, il y a une réaction qui vous fait effectuer un test d'agilité 3, et ben vous avez plus 1 votre agilité. Outil de crochetage, enquêter, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence, c'est-à-dire l'intelligence, pour cette enquête, blablabla. Là, comme vous avez plus 1 à vos compétences, vous avez plus 1 en intelligence et plus 1 en agilité, donc vous avez plus 2 pour ce test d'enquête. Vous avez un investigateur qui a 3 en agilité et 3 en intelligence. Grâce à la carte fiable sur les outils de crochetage, et ben, votre enquête, vous la faites pas à 6, vous la faites à 8. Donc très bonne carte, ça coûte pas d'action. Bon, faut le jouer pendant votre tour, un objet que vous contrôlez, mais ça améliore les actions que vous faites avec l'objet. Évidemment, plus vous utilisez l'objet longtemps, plus ça vaut le coup de mettre fiable dessus. Par exemple, ça sera plus intéressant d'avoir fiable sur une machette que sur un 45 automatique qui n'a que 4 munitions. Si la carte vous fait utiliser 2 compétences, comme les outils de crochetage, ben vous avez plus 1 dans chacun des 2. Donc fiable, une très bonne carte pour moi. Si on reste sur l'exemple du combat, vous attachez fiable à votre machette. Chaque fois que vous combattez avec la machette, vous avez plus 1 en force. Vous avez dépensé une fois une ressource et vous avez votre plus 1 garanti. À côté de ça, si vous voulez booster de plus 1 chacune de vos attaques, eh ben ça va vous demander par exemple d'avoir entraînement, je ne sais jamais si c'est entraînement physique ou entraînement en combat, et de dépenser une ressource à chaque test. Voilà, très bonne carte. Bon, alors je vérifie, ça va, pour une fois ça a bien enregistré sans problème. On a fait le tour. Alors le bilan, Léo Anderson, j'aime beaucoup le style de jeu, avoir plein d'alliés, ne pas avoir peur de les sacrifier. Éventuellement ça va demander d'avoir quand même pas mal de ressources pour pouvoir les poser, les soutiens, parce que même avec une réduction de 1 chaque tour, bah vous gagnez qu'un chaque tour. Donc si vous consacrez toutes vos ressources aux alliés, c'est-à-dire qu'à chaque tour vous pouvez poser seulement un allié qui de base coûte 2, il faudra générer des ressources autrement, mais un style de jeu qui me plaît bien, un combattant correct, 4 de force, une intelligence de 3 avec un petit boost, ça en fait un enquêteur correct. Le truc à surveiller, c'est son agilité de 1. Si vous jouez la civilisation oubliée, vous risquez de devoir jouer en mode bourrin, à dire bon ben je peux pas esquiver tous mes ennemis, je les tue et tant pis si je me retrouve avec plein de vengeance. Les cartes gardiens en elles-mêmes, le couteau de survie, c'est bien, c'est une arme super pour un tank. Vous combattez plus efficacement que d'habitude, parce que vous avez plus d'enforce au lieu du plus habituel, vous infligez 2 dégâts, il suffit d'accepter de vous prendre une attaque par phase d'ennemi. Donc très bonne arme pour tank, sinon c'est gâcher un emplacement de carte dans votre deck. Tank, ça sera plutôt 3 ou 4 investigateurs, donc c'est sûr que ça entrera pas dans tous les decks gardiens, loin de là, mais dans le bon deck, c'est une carte selon moi très efficace. Aventurier, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, ça coûte 4 ressources,
c'est un petit poil cher, mais la capacité à recharger en provisions ou en munitions n'importe quel soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, ça a beaucoup de valeur. Dans un deck avec beaucoup d'armes à feu, dans un deck qui joue beaucoup d'alliés, qui éventuellement joue demander un service en 2 exemplaires, ça sera toujours intéressant. Digne de confiance, pour 1, pas d'action, vous donnez plus envie et plus en santé mentale à un allié. À partir du moment où vous avez un allié qui est indispensable au style de jeu de votre deck, comme le flic en patrouille de niveau 2, comme Peter Sylvestre, comme Duke, comme Frère Xavier, c'est une carte extrêmement intéressante. Si par contre vous utilisez pas ou peu d'alliés, ou alors que vous n'avez pas besoin d'infliger régulièrement des dégâts et des horreurs à ces alliés, évidemment cette carte-là ne présentera pas d'intérêt. Et enfin fiable, gagner +1 chaque compétence quand on utilise la capacité déclenchée du soutien sur lequel s'attacher, ça a beaucoup d'intérêt parce que ça vous fait quelque part ça vous fait un bonus passif. Vous n'avez pas besoin d'attribuer une carte pour avoir ce +1, vous n'avez pas besoin de dépenser une ressource pour avoir ce +1. Il faudra simplement penser à la carte sur laquelle vous voulez l'attacher, à vous assurer que cette carte-là, vous l'utilisez assez souvent. Par exemple, si c'est une lampe torche que vous rechargez avec votre aventurier, si c'est votre 45 automatique que vous rechargez avec l'aventurier, si c'est vos outils de crochetage qui normalement ne devraient pas être défaussés toute la partie, etc. etc. Voilà, au final des bonnes cartes, un investigateur sympathique, des bonnes cartes mais assez situationnelles, loin d'être complètement évidentes, mais globalement un bon pack. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.